Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Salam alaikum Khaoula. Salam alaikum. Barakallahu fiki d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Ça commence les cœurs. Je suis très très touchée et je suis très honorée et très heureuse de t'avoir découverte, subhanallah, à l'occasion de Ramadan d'amour. Hein. C'est comme ça que c'est arrivé, subhanallah. Et j'étais très ravie et très touchée aussi de ton oui immédiat en fait. Oui, mais je rejoins l'équipe, on y va. Comment je peux apporter, qu'est-ce que je peux apporter et du coup, forcément, je me suis sentie en fait invitée, à t'inviter, parler de ce que tu accompagnes, de ce que tu fais, de ce que tu proposes, parce que ce sont des thématiques en fait, on entend des noms, on entend des sigles, on entend des TDAH, HPI, mais ça veut dire quoi en fait tout ça? Oui. Alors dis-nous, Khaoula, en fait, qui tu es? Tu m'as dit que tu étais conseillère d'éducation. Alors, c'est où? C'est comment? C'est quoi? Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Dis-nous tout à ton sujet. Ok, salam alaikum. L'honneur est pour moi, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, j'avais participé à Ramadan d'amour de l'année dernière. Donc, quand tu m'as proposé, je me suis dit, mais c'est tellement magnifique et il y a tellement d'amour que je ne peux pas dire non. C'est carrément, c'est quelque chose qui me parle et qui me touche personnellement dans ma vie privée, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc, c'est juste merveilleux. Ce mois qui arrive, qu'on attend tous avec impatience et on demande à Allah de pouvoir le vivre, arriver à Ramadan et le vivre. Et merci encore pour l'invitation. Et tu as raison, il y a énormément de sigles, de lettres. Moi, dans ma famille, on me charrie beaucoup. On me dit, oui, mais moi, c'est TDAH2O. Moi, c'est HPI. C'est de la chimie, JKL. Et du coup, rassurez-vous, on va tout simplifier aujourd'hui. Merci. Je vais tout expliquer et ce sera vraiment le plus accessible possible, Inch'Allah, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, déjà, le TDAH... Alors, qui t'es d'abord? Je commence par moi, ok. Qui tu es? Me laisse à la fin. Dis-nous qui tu es. Alors, moi, à la base, je suis ingénieure, je suis docteur en mécanique des matériaux. Je viens d'un autre monde et que j'ai pas mis de côté et qui me sert aujourd'hui parce que j'ai les matériaux, appris, tu en as dans ta main, là, tu en as sur la table, tu nous en parleras. parleras. Je vous en parlerai. Et en fait, c'est un cheminement où Allah m'a mis pour des raisons. Au début, je ne comprenais pas, mais subhanallah, je fais le lien et ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Et je suis une maman de 2 petits-enfants qui sont très certainement atypiques aussi, mais ils sont encore petits, on les laisse tranquilles. Mais j'ai découvert mon TDAH. Donc, le TDAH, c'est le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. On expliquera tout ça en détail juste après. Et je l'ai découvert à l'âge de 30 ans. Je l'ai découvert grâce à un ami qui, lui, a été diagnostiqué suite à une dépression et des troubles de sommeil. Et puisqu'on était ensemble dans un master spécialisé qu'on a fait ensemble à l'école des mines, il est venu nous voir un jour, il m'a dit « Écoute, je viens de découvrir un trouble que j'ai là à l'âge adulte et je pense que tu as la même chose. » Et j'ai dit « Non, mais de quoi tu me parles ?» et tout. Donc, j'ai commencé mes recherches et j'ai fait peut-être j'ai pris le chemin inverse que les gens prennent d'habitude. Je me suis d'abord informée. J'ai fait énormément de formations en Suisse, aux États-Unis, au Canada. J'avais besoin de comprendre c'est quoi, pourquoi à l'âge de 30 ans, pourquoi j'ai masqué toute ma vie. Et c'est comme si toute ma vie a pris sens. Tu vois, c'est comme si j'avais des puzzles
Et d'un coup, c'est ça en fait qui explique tout. Ça explique en fait le fait que j'ai mis de côté mon diplôme d'ingénieur, de doctorat et que je me suis spécialisée dans ce domaine. Ça montre un peu l'ampleur de l'impact que ça a eu sur moi et sur ma vie en général. Et je sais qu'aujourd'hui, dans ma famille, dans mes proches, mes amis, beaucoup ont cette neuro-SCP, mais tout prend sens. Vraiment, je comprends et mes relations, et les difficultés, et les facilités que Allah m'a données. Et bref, tout a pris sens. Subhanallah. C'est quoi prendre sens? Ça Prendre permet sens, quoi en fait? la compréhension. Et aussi de donner du sens aux difficultés que tu as eues. Parce que, en fait, quand on a un trouble, que ce soit le TDAH ou le TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, quand on a ces troubles-là, et même le HPI parfois qui n'est pas un trouble, C'est quoi le HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Il y a aussi plein d'autres troubles, on ne les abordera pas parce que ce n'est pas ma spécialité, mais on a énormément, subhanallah. Et quand on ne sait pas que nos difficultés ou nos facilités viennent de là, eh bien, on a tendance à les mettre sur le dos de la personnalité. Tu sais, on se dit, oui, mais en fait, moi, je suis de nature nerveuse. Moi, je suis dans la lune. Moi, je suis impatiente. Moi, j'oublie tout le temps, mais je suis comme ça. Alors oui, effectivement, on est comme ça. Mais quand on se les met sur notre personnalité, ben, la confiance en soi, l'estime de soi, comment on se regarde, comment on se voit, en fait, elle est en baisse, exactement. Et quand ça donne du sens, quand on dit « Ok, c'est juste que mon cerveau, il fonctionne différemment et que j'étais en train d'utiliser des outils qui n'étaient pas adaptés, c'est pour ça que je galérais autant. » Parce qu'effectivement, ce n'est pas une fatalité. On est comme ça, certes, mais c'est juste que notre cerveau, il est câblé différemment et qu'on a besoin d'outils différents. C'est comme quand tu prends une soupe et que je prends une fourchette, tu es en train de boire la soupe. Avec la fourchette. Et du coup, tu n'y arrives pas et tu regardes les autres, mais eux, ils sont en train de boire et tout. Pourquoi moi, je n'y arrive pas? J'ai encore faim. Et tu ne comprends pas. Et quand on te donne une cuillère, on te dit, bah tiens, ah ouais, c'est ça. Et tu manges et tu te dis, mais grave, pourquoi j'ai passé 30 ans à boire avec une fourchette alors que cuillère, ça existe depuis longtemps? Donc, il existe des cuillères adaptées. Exactement. C'est super. Et du coup, quand on comprend, déjà, quand tu comprends ton fonctionnement, bah forcément, tu vas mieux l'utiliser. Et je donne toujours l'exemple, c'est comme quand, et moi ça m'est arrivé, hein, quand tu as un nouveau four, une nouvelle machine et tout, que tu n'as pas la notice. En fait, tu appuies sur tous les boutons, ça ne va rien te laver, ça ne va rien te... Par contre, dès que tu as la notice et que tu comprends comment ça fonctionne, bah vas-y, nickel. Tu te sors la vaisselle, laver et tout, nickel, parce que tu as la notice et tu as le mode d'emploi. Ouais. Mais sur le bon programme, en fait, c'est un bon programme. Exactement. Voilà. Donc, voilà. La première fois, quand j'ai changé de casquette, on va dire. Alors, de quelle casquette? Parce que tu nous as parlé d'ingénierie de mine, conseillère d'éducation. De quelle casquette tu parles? En fait, quand j'ai mis de côté, on va dire, quand j'ai décidé de mettre de côté mon diplôme d'ingénieur et de doctorat pour me spécialiser dans le TDAH et le HPI, l'accompagnement des personnes qui ont ces troubles-là ou qui ont des enfants qui ont ce trouble. C'est par hasard, mais encore une fois, il n'y a pas d'hasard. C'est vraiment sur Instagram. J'avais vu une story de « Est-ce que tu connais le métier de conseillère d'éducation ?» Ben non, j'ai demandé à la sœur. Elle m'a dit « Viens, il y a un webinaire et tout. » Je regarde le webinaire, ça me parle direct. Parce que j'avais commencé à regarder un peu TDAH et tout. Je me suis dit « C'est génial, en fait, accompagner des parents qui ont des enfants, qui ont des troubles, les orienter, les guider, leur donner des réponses. » Parce que moi, j'en ai pas eu. Ouais. Mes parents non plus n'ont pas eu cette notice, n'ont pas eu cette guidance. Donc, bismillah, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis certifiée en tant que conseillère d'éducation spécialisée dans le TDAH, HPI et les troubles 10. Et puisque c'est le TDAH et le HPI qui me parlaient le plus, je me suis orientée dans ces deux neuroatypies. Et quand j'ai commencé à accompagner les parents pour aider leurs enfants, j'ai tout de suite réalisé que la majorité des mamans avaient elles aussi le TDAH parce qu'il est extrêmement héréditaire, à 75% de génétique. C'est énorme. Et c'est énorme. C'est énorme. Mais voilà, c'est principalement la raison.
Et du coup, je me suis formée au ADHD coaching, c'est-à-dire le coaching d'adultes qui ont un TDAH aux États-Unis pour pouvoir accompagner au mieux les mamans qui ont elles aussi un TDAH. Inch'Allah. Et c'est beau parce que quand tu es arrivée, tu m'as dit, j'ai accompagné essentiellement des adultes. Parce que très souvent, quand on entend TDAH, HPI, c'est une étiquette qu'on aimerait coller qu'aux enfants. C'est comme si, alors c'est une question, est-ce que quelque part, les adultes seraient dans un espèce de déni ou de se dire même, ouais, ça y est, c'est too late, trop tard pour moi, là je focus sur mes enfants. Oui. Alors, est-ce que ce trop tard, est-ce qu'il existe? Ce déni, est-ce qu'il existe? Quel constat tu fais? Ouais. C'est exactement la phrase qu'on me dit. Il y a beaucoup de mamans qui me disent, bon, je m'occupe d'abord de mon enfant et après, ce sera moi. Sauf que comme on le sait, les neurones miroirs, les enfants, ils vont apprendre beaucoup, beaucoup par imitation. Et le meilleur moyen, en tout cas le plus rapide, le plus efficace de les aider, c'est de travailler sur nous-mêmes et d'être l'exemple. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier parce qu'on est trop focus résultat, action, et moins dans l'être. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, vraiment, dans la communauté, malgré les croyances et tout ce qu'on peut dire, beaucoup de mamans sont conscientes de ça. Et beaucoup veulent travailler sur elles-mêmes et beaucoup font un travail de dingue, malgré ce qu'on peut dire, ouais, la communauté et tout. Non, franchement, en tout cas, les mamans qui viennent me voir, je ne sais pas les autres, mais en tout cas, très sincèrement, Un beau travail. vraiment, très sincèrement, les mamans qui viennent me voir, elles ont cette niaque, elles veulent apprendre, elles veulent changer, elles se forment, elles donnent tout. Parfois, on tombe dans l'extrême, tu vois, dans l'autre extrême. On veut trop apprendre et trop donner et tout. Et on est trop dur avec nous-mêmes. Ouais. Et le tout, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre développer de la compassion, de la rahma envers nous-mêmes, parce qu'on l'a très naturellement envers nos enfants, même si parfois, voilà, ils vont nous rendre un peu dingues et du coup, on va perdre patience. Mais on a beaucoup plus de facilité à avoir de la compassion vers les autres qu'envers nous-mêmes. Et subhanallah, c'est la base. Parce que je prends juste l'exemple de la confiance en soi. Il y a beaucoup de mamans qui vont tout faire pour développer la confiance en soi de leurs enfants. Elles vont les valoriser, elles vont leur donner, leur afficher des jouets, tu es fort, tu es nani. Ils vont vraiment tout faire. Mais puisque elles n'ont pas confiance en elles, le message ne passe pas. Exactement. Le message, il va être très compliqué à passer. Et puisqu'il y a les neurones miroirs et que les enfants apprennent comme ça, le moyen, encore une fois, le plus efficace, c'est que nous, on travaille sur notre confiance en nous. Parce que quand on lui montre qu'on prend soin de lui, qu'on le valorise, on lui transmet, regarde, il faut que tu valorises et que tu mettes en avant les autres. Ouais, et pas toi. Exactement. Parce que c'est ça qu'on lui montre. On donne aux autres, on valorise les autres, parce que lui, c'est un autre par rapport à toi. On va complimenter les autres, on va mettre les autres en avant. Et du coup, on s'oublie soi. Mais si toi, tu t'oublies, le message que tu lui dis, c'est toi, t'es pas important, tu t'oublies, mets en valeur les autres. Non. Et ça, c'est important. C'est un message cadeau là, que tu viens de faire. C'est cette transmission de prends soin de l'autre. L'autre est plus important, l'autre d'abord. Et d'agir comme ça en fait avec nos enfants est contre-productif au final, puisque c'est ce message-là qu'on leur transmet en héritage. C'est ça. Et puisque dans notre communauté, en fait, en tout cas dans la religion musulmane, il n'y a pas le moi-je, donc je nuance un petit peu pour les personnes qui vont aller encore dans l'extrême. C'est important de prendre soin des autres, c'est important de leur donner, c'est important d'être là pour eux, c'est même très recommandé. Il faut juste ne pas s'oublier soi-même. Il faut juste que se donner aussi notre droit et notre haqq, parce que voilà, même Allah, il nous l'a demandé. Commencer par soi. Exactement. Et de trouver cet équilibre entre moi et les autres. Il n'y a pas les autres puis moi, c'est vraiment tout le monde au même piédestal. Voilà. Tu as introduit on va dire, j'ai entendu en tout cas, tu as amené l'héritage du TDAH, de l'HPI, de ce trouble en fait, de cette particularité atypique, comme un héritage maternel. Ça pourrait pas être un héritage paternel? Oui, alors je me suis peut-être mal exprimée. C'est héréditaire des deux côtés. C'est pas forcément maternel. D'accord. Parfois c'est le papa, parfois c'est aucun des parents, mais ça circule dans la famille. D'accord. En fait, c'est génétique et tout, parce que voilà, ça se transmet, mais c'est pas systématique.
Ce n'est pas automatique, c'est pas à 100%, mais c'est pas quelque chose qui est systématiquement, on va dire, transmettable. D'accord. Par contre, il y a d'autres paramètres qu'on a peut-être un peu moins dans notre communauté, mais voilà, tout est possible. C'est qu'il y a un pourcentage où le TDAH peut être développé à cause de quand la maman est enceinte et qu'elle va consommer beaucoup de substances, voilà, de nicotine, d'alcool, etc. D'accord. Ou quand l'enfant est né très précoce. En fait, la précocité va aussi apporter son lot. Il y a aussi, attention, il y a des personnes, des enfants, qui peuvent avoir les mêmes signes de TDAH, mais qui n'ont pas de TDAH. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a les écrans, il y a le sucre, il y a les colorants, il y a les produits, les additifs qu'on ajoute. Il y a des enfants qu'on va mettre devant les écrans dès l'âge de 6 mois. Ils vont développer de l'inattention. On viendra juste après aux signes d'alerte du TDAH. Mais il y a justement ils vont développer de l'inattention, de l'impulsivité. Ils vont être, comme on dit, nerveux, un peu excités, etc. Mais ça ne sera pas forcément le TDAH. Et quand on va traiter tout ça, il ne restera que le TDAH à la fin. Et si on le traite et qu'il n'y a plus ces signes, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de TDAH. Alors, subhanallah. Parce que le TDAH, c'est un trouble neurologique, on est avec. C'est un câblage du cerveau qui est différent par rapport aux autres. C'est la dopamine qui est dérégulée dans le cerveau qui ne va pas être capturée de la même manière. Je dis des termes un peu, voilà. La dopamine, je dis la dopamine, mais c'est plusieurs neurotransmetteurs. C'est des petits agents chimiques dans le cerveau qui vont transmettre l'information entre les neurones. D'accord. Dans le cerveau, on a des neurones qui communiquent. Et la dopamine, norépinéphrine, sérotonine, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui vont communiquer l'information dans le cerveau. Et ces neurotransmetteurs, ils sont dérégulés dans le cerveau qui a un TDAH. D'accord. Et dérégulé, ça veut dire que c'est régulable. En fait, il y a un médicament qui aide à la régulation. Oui. Il y a des compléments alimentaires qui vont faire ça. Donc ça, je l'aborde jamais parce que c'est un avis médical à voir avec le médecin. Sachez juste que ça existe effectivement. Mais on peut... Pourquoi c'est dérégulé? Parce que TDAH, c'est trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, mais ce n'est pas un déficit de l'attention avec hyperactivité. D'accord. Je m'explique. Vraiment, le TDAH, c'est une dérégulation de l'attention, une dérégulation des émotions, une dérégulation de plein de choses, de la dopamine aussi. Et ça s'exprime comment? Des exemples? Un exemple très simple qu'on voit beaucoup chez les adultes et chez les enfants, quand la personne va être intéressée, elle va être en train de faire quelque chose qui la passionne, qu'elle aime beaucoup. Quand il y a une nouveauté, quand il y a l'urgence, dernière minute, quand il y a une récompense immédiate tout de suite, je sais que si je fais quelque chose, je serai récompensée juste après. Et ça, on peut être même dans le pôle inverse de l'inattention, c'est-à-dire être en hyper-focalisation. On va être très concentré, même au-delà de la moyenne des personnes, des gens en général. Et donc, si on n'a pas un de ces leviers-là, on aura du mal à nous concentrer, même si on sait que c'est important. Alors, tu peux nous rappeler les leviers importants pour focus, pour les accompagner à focus? Exact. Il y a déjà l'intérêt naturel. Quand tu es intéressé par un domaine naturellement, c'est pas que tu forces, mais quelque chose qu'on aime. Quelque chose que tu aimes, qui t'intéresse, l'intérêt. Il y a la passion. Donc là, c'est vraiment quand tu es dans ta passion et ça va être aléatoire. En fait, tu peux pas être passionné. Il y en a qui sont passionnés par ça, mais par l'administratif, par exemple. Oh Seigneur, ça, c'est horrible administratif. Et du coup, même si on sait que c'est important, même si on sait qu'il faut faire l'administratif, sinon on sera majoré, etc., notre cerveau, il ne nous donne pas, en fait, l'élan, il ne nous donne pas cette dopamine qui va nous aider à passer à l'action. Donc la passion. Il y a la nouveauté. Les personnes qui ont un TDAH adorent la nouveauté. Et parfois, attention, quand je dis nouveauté, c'est pas forcément un truc nouveau tout le temps, mais juste, par exemple, quand tu travailles, c'est toujours le travail, mais si tu fais l'administratif dans un endroit sympa, c'est pas pareil que quand tu le fais chez toi. Voilà. Tu apportes une touche de nouveauté. Ça va t'aider. D'accord? Il y a aussi l'urgence. Quand on se met, on sait que en fait, ton avion, si tu y vas pas, tu vas le rater. Et parfois, tu le rates.
Mais tu sais qu'il y a vraiment une urgence. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on va se mettre nous-mêmes l'urgence, mais ça ne marche pas. Pareil que quand il y a une vraie urgence. Quand il y a une vraie urgence, alors là, le cerveau, il est efficace. Mais il va stresser, il y aura aussi de la cortisol, etc. Mais il est efficace. Et il y a la récompense immédiate. Ok. Quand je dis immédiate, c'est vraiment immédiat, tout de suite après. Donc, tu sais que si tu vas finir quelque chose, tout de suite après, tu auras une récompense. Et là, ce sera des leviers qui vont aider le cerveau à se concentrer, à être efficace. Et ça, c'est vraiment pour les enfants et pour les Comme adultes. pour les adultes. Ah ouais, moi, ça me parle beaucoup. Ouais, l'urgence, déjà, tu sais. Concernant l'administratif, tu sais, c'est de la deadline. C'est même quand le délai est passé, tu sais. Ouais. C'est un petit peu ça. Mais je pense que ça parle à beaucoup. Alors, est-ce que parce qu'on entend et on se reconnaît dans l'un ou l'autre de ces points que tu viens de décrire? En fait, ça peut être des leviers pour des personnes qui n'ont pas TDAH. Mais pour les personnes qui ont un TDAH, s'il n'y a pas un de ces leviers, en fait, ça ne marche pas. D'accord. Tu vois, le cerveau, c'est très compliqué. Et quand on dit que c'est un trouble, en fait, en France, même en Belgique, en Suisse et tout, il est considéré comme un handicap invisible. Ça veut dire qu'il y a un impact négatif sur ta vie. Quand tu vas aller voir le psychiatre, si tu lui dis, regarde, je pense que je suis un peu tête en l'air et que je suis un peu impulsive mais ça va dans ma vie, il va dire au revoir. En fait, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de diagnostic. Par contre, c'est nécessaire qu'il y ait un impact négatif sur le quotidien, que ça te fait souffrir ou, très important ce point, parce que parfois, nous, on n'en souffre pas parce que voilà, on s'en fout, mais ton entourage en souffre. Tes proches en souffrent. Ton conjoint a du mal à ce que tu oublies tout le temps, tout. Il te parle, tu n'es pas là, tu penses à autre chose. Il te dit des choses, tu les as oubliées et il te dit mais je te l'ai déjà dit, non mais tu m'as jamais dit ça. Et du coup, pour nous, il nous l'a jamais dit. Quand par impulsivité, tu vas répondre parce que tu as des émotions qui sont aussi dérégulées et donc tu vas tout de suite répondre, regretter tout de suite après, mais ça a été dit et donc puisqu'il n'y a pas d'explication, il n'y a rien derrière, l'impact, il est quand même assez dur. Donc tout ça, c'est quelque chose que quand on le comprend déjà, on arrive à l'expliquer à nos proches. Et aussi, on commence à utiliser des méthodes et à prendre les choses en main. Parce que si on ne connaît pas et si on n'est pas consciente et si on n'a pas accepté, ce mot accepter, c'est un vrai mot parce que moi, ça m'a pris du temps d'accepter. Même si je suis allée voir deux psychiatres. Le premier, il m'a dit TDAH, je lui ai dit oh non, il est nul, il a pas su, non, il m'a pas posé beaucoup de questions et tout, non, il s'y connaît pas. Du coup, je suis allée voir un autre, tu vois, un psychiatre spécialisé dans le TDAH, à la Salpêtrière, au service dans l'hôpital à Paris spécialisé dans le TDAH. Je me suis dit, il me faut lui. J'ai attendu 1 an, je crois, pour l'avoir. Et après, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, à un moment, il faut que j'accepte. Et alhamdoulilah, le chemin de l'acceptation, parfois, il est long. Mais c'est un chemin, en fait, qu'on va suivre. Et il y aura des jours où on va se dire, mais non, on va douter même du diagnostic. Mais non, regarde, j'y arrive et tout. Justement, ouais, c'est ça le TDAH, parce que parfois, tu y arrives et parfois, tu n'y arrives pas. Ouais. Et c'est aussi, je rajoute un petit point pour les femmes qui nous écoutent, je pense qu'il y en aura plusieurs, c'est que c'est lié au cycle hormonal. C'était pas assez tout seul. Il s'est dit, bon, je vais me greffer. Parce que la dopamine, il y a un lien étroit entre la dopamine et les œstrogènes. Et on sait que les œstrogènes, ça varie en fonction du cycle féminin. Alors que le cycle de l'homme, c'est pendant 24 heures, en fait. C'est dans la journée, il va varier, mais dans la journée, ça ne va pas se voir autant que chez la femme. Chez la femme, quand les œstrogènes baissent, la dopamine baisse. Et quand la dopamine baisse, les symptômes augmentent. Et l'inverse, voilà. Quand les œstrogènes vont augmenter, vont monter, eh bien, on aura pas mal de dopamine et donc on n'aura quasi pas de symptômes. Et on aura des journées dans le mois de répit, alhamdoulilah, où tu seras hyper efficace, tu n'auras aucun symptôme. Et là, tu vas douter, tu vas te dire, mais ça va, j'y arrive. Et du coup, il y aura des jours où tu ne vas pas y arriver et tu vas te dire, mais pourquoi j'y arrive pas? C'est que moi, je suis nulle. Quand tu dis j'y arrive pas, c'est j'y arrive pas à quoi? C'est tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à te mettre au boulot. Il y a aussi un symptôme qui est très difficile à accepter pour les femmes, c'est la paralysie.
la paralysie de la tâche, la paralysie de l'analyse, ce qui n'est pas à 100% de la procrastination, même si on a tendance à... Le mot procrastination, il est très connu. Mais en fait, quand on procrastine ou quand on a la flemme, en fait, on est tranquille dans notre lit, on a la flemme. We enjoy, tu vois, la flemme. On est bien quand on est... Ouais. Mais quand tu as la paralysie, c'est que tu es dans ton cerveau, tu te dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu rumines, tu ressasses les choses qu'il faut que tu fasses. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à les faire. Tu n'arrives pas à commencer, à initier la tâche. Et ça touche directement la confiance. Là. Et plus on est dans la confrontation avec nous-mêmes, et plus on est loin de l'acceptation, et plus on va rester longtemps dans cette paralysie. Alors, quoi faire dans ces cas-là, en fait? C'est quoi le remède? En fait, c'est déjà d'accepter. Et comme j'ai dit, c'est un cheminement. Je sais que c'est un peu compliqué. Les personnes qui découvrent peut-être leur TDAH vont me dire « Ouais, mais comment ça ?» et tout. Vraiment, c'est un chemin. Rassurez-vous, de se donner de l'amour, de se donner de la compassion et de se dire « Ok », d'être consciente qu'il y a des jours où j'y arriverai pas et il y a des jours où je vais y arriver. Parce que le plus difficile, pour l'avoir vécu, c'est que les jours où tu es en down et que tu as l'impression que tu vas jamais en sortir, en fait. Tu as l'impression que tu vas rester comme ça toute ta vie. C'est comme si tu étais coincé. Mais quand tu comprends le TDAH et que tu sais que ça varie et que c'est une période et que ça va passer, eh ben ça va passer plus vite. Que quand tu restes comme ça, tu sais, c'est comme... Parce que bien sûr, Shaitan, il est là, hein, avec tout le monde, mais même avec les personnes qui ont un TDAH. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce que dans les formations aux États-Unis et tout, on ne nous parle pas de ça. Shaitan, il est là. Et du coup, il va profiter de ta faiblesse pour te maintenir un peu plus donner, dans le fond. et te donner des petits ouest-ouest pour te dire, bah regarde, bah en fait, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, les autres y arrivent, on se compare, et on tombe en fait dans ce piège qui est un grand piège qu'on essaye tous d'éviter, et de se dire que, ok, il y a ces pensées-là qui arrivent, parce qu'en plus, on a du mal à les inhiber. Il y a l'inhibition qui est aussi parfois dysfonctionnelle chez les personnes qui ont un TDAH dans leur cerveau. C'est-à-dire quand tu as des pensées qui arrivent, ou quand tu as du mal à les filtrer. D'accord. C'est pour ça qu'on va beaucoup se mettre en danger, on sera beaucoup impulsif, on prendra des décisions par impulsivité et tout, parce qu'on a du mal à inhiber et les pensées et les comportements. On va faire les choses par impulsivité. Et donc, quand on a cette impulsivité-là et tout, en fait, Shaitan, il va dire, regarde, encore une fois, tu l'as fait. Encore une fois. Donc là, il faut prendre conscience de ces pensées-là, de se dire, OK, ne pas essayer de les contrer en mode « Mais pourquoi j'ai ces pensées-là? Il faut pas... » Non, OK, elles sont là. Rappelle-toi juste qu'elles ne t'appartiennent pas. OK, ce sont des pensées. Nous, on sait, tu vois, les autres, ils disent « C'est des pensées, on va leur donner un nom et tout. » Mais nous, on sait que c'est le West-West. OK, c'est du West-West, c'est Shaitan. Je dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Je me réfugie auprès d'Allah. Et si c'est difficile, je répète « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », même à haute voix. Et vraiment avec le cœur et tout. Si je peux aller faire ma prière, lire du Coran. Sinon, vraiment, du dhikr. Et se réfugier auprès d'Allah, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et d'être consciente que ça va passer. D'être sûre, en fait, que ça va passer. Et de se dire, OK, là, je suis en paralysie. Peut-être que mon corps, il me dit que je dois me reposer. C'est important ce que tu viens de dire. D'être sûre que ça va passer. Parce qu'en fait, c'est Allah qui nous le dit. Une certitude, en fait, il y a zéro doute. Exact. Et ça, souvent, on l'oublie, subhanallah. Voilà. Et si jamais on est dans un mal-être profond et que ça dure, 3 à 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ne pas hésiter à consulter. Alors vraiment, ça c'est un message que je passe à mes clientes, je le passe sur les réseaux et je voudrais aussi profiter d'être avec Firdaus pour vous le dire aussi. Consulter, c'est un acte de courage incroyable. Il y a de plus en plus de psychologues musulmanes. Walhamdulillah, il y en a beaucoup. Et même si on ne trouve pas de psychologue musulman, il y a des psychologues qui sont non musulmans qui peuvent nous aider. Donc, consulter, c'est toujours bien et ça ne peut que nous aider pour ne pas rester dans cet état de mal-être qui continue. Parce que quand ça dure, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Parce que quand on a un TDAH, on a plus de risques de développer des comorbidités. Des comorbidités, c'est un mot un peu... mais c'est tout ce qui est dépression, troubles anxieux, troubles de sommeil, addiction et d'autres troubles. Donc, c'est important de ne pas trop rester seul, isolé dans notre mal-être.
sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose. Énormément de personnes. Beaucoup On a sont un non pourcentage? diagnostiquées. Alors, aujourd'hui, on a un pourcentage pour les enfants, c'est entre 5 et 7%. Et pour les adultes, on va dire officiellement, c'est 2,5. Mais il y a beaucoup de chercheurs, quand j'ai fait mes formations, ils parlent de 75% de personnes qui sont non diagnostiquées, de femmes surtout. Parce que chez les femmes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'il y a un retard de diagnostic. Les symptômes se manifestent différemment que chez les hommes. On va beaucoup masquer, on va beaucoup cacher, on aura honte de quelque chose, donc on va jamais en parler. Et on va trouver que, voilà, on va mettre ça sur la personnalité en mode je suis nulle et tout. Et on va jamais se dire, non, mais c'est possible qu'il y a une explication, en Ouais. fait. Alors qu'il y en a une. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. On s'est rencontrés dans le cadre de mon accompagnement à Ramadan d'amour. Et subhanallah, donc, tu as créé un centre qui s'appelle Oui. Atipi Centre. Atypie Atipi centre. Ouais. Centre, machallah. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui t'a amené à créer ce centre? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que tu y proposes? Comment ça se passe? D'accord. Alors, Atypie centre, quand j'ai commencé à accompagner des mamans et des femmes qui ont un TDAH, avec ou sans HPI, eh C'est quoi? bien, Ah oui, le HPI. HPI, on reviendra après sur le HPI parce que c'est pas un trouble, mais c'est une particularité qui est très très intéressante aussi. En fait, j'ai commencé à avoir des professionnels qui voulaient ajouter cet arc, on va dire, à leur expertise, des coachs, des thérapeutes, qui me disaient en fait, puisque elles avaient ces particularités-là, bah, naturellement, elles attiraient des personnes qui avaient cette particularité-là, mais elles ne savaient pas trop comment les accompagner. Et elles ont trouvé qu'elles avaient du mal à les accompagner parce qu'elles aussi souffraient des mêmes difficultés. Et donc, c'est comme ça, en fait, que l'idée est venue du centre de formation pour justement, je ne vais pas former les professionnels à un métier, non, mais je vais leur donner des outils et déjà leur expliquer, parce que c'est déjà une grande étape, en profondeur, c'est quoi le TDAH, c'est quoi le HPI, quel est l'impact sur le quotidien, quelle est la différence avec les neurotypiques. C'est ça aussi la particularité. Et aussi leur donner les outils pour mieux accompagner les personnes qui sont concernées. D'accord. Et donc, subhanallah, mon objectif, c'était ça, parce que c'est la demande que j'ai eue. Mais dès que je l'ai créé, bah, j'ai été contactée par des enseignantes, par des enseignantes de Coran, d'arabe, des enseignantes dans des écoles. Et du coup, bah, le premier service que j'ai pu donner, c'est accompagner, former du coup des enseignantes et leur donner des outils pour leurs élèves. Voilà. Et du coup, ça a retardé un peu. Il y a pas encore la formation pour les coachs et thérapeutes, elle n'est pas encore prête, mais elle est en cours d'élaboration. Mais du coup, je l'ai fait dans l'urgence. Ça arrive. Et franchement, alhamdoulilah, c'était très intéressant parce que les enseignantes qui sont venues, elles n'étaient pas du tout concernées. Elles ont découvert et ça, même chez elles ont tout de suite eu des exemples en tête d'élèves qu'elles ont eus. Elles m'ont dit, mais oui, ils me donnaient du fil à retordre, mais il fallait juste que je fasse ça, je ne savais pas. Et alhamdoulilah, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je te le dis parce que je n'avais pas prévu de former des enseignantes. Mais quand je les ai formées et que j'ai eu des retours après sur comment elles ont appliqué, etc., je me dis, mais c'est énorme en fait. Elles sont en train d'agir sur les enfants qui sont les adultes de demain. Et c'est juste incroyable. Les plus belles graines à semer. Alhamdoulilah, Plus vraiment. belles graines à semer. On arrive dans Ramadan et tu vas nous accompagner dans Ramadan d'amour avec toutes ces particularités, machallah. Quel est l'impact de Ramadan sur cette neuroatypie? Alors, déjà, il faut savoir que quand on a la neuroatypie, on n'est pas épargné des épreuves. C'est pas un bouclier d'immunité contre Shaitan, contre toutes les épreuves de la vie, contre la baisse de foi, etc. Mais c'est pour ça que Ramadan, il est tout aussi intéressant pour les personnes neuroatypiques et les personnes qui ne le sont pas. Mais il faut se rappeler que la religion, la spiritualité, la foi, mais aussi les actes d'adoration aident beaucoup
dans les symptômes de TDAH. Oh, Je donne un exemple que j'ai donné l'autre jour à des adolescentes, parce que j'ai intervenu dans une école, mais du coup, il y avait des adolescentes. On parle aussi parmi les méthodes qui vont aider les adultes qui ont un TDAH, même les enfants, c'est la méditation de pleine conscience. D'accord ? Ouais. La méditation de pleine conscience, moi, je t'avoue que quand je l'ai eu, je me suis dit, c'est génial et tout. Et après, quand tu fais le lien avec notre religion, mais c'est salat. c'est la prière. D'où vous avez inventé ça. D'accord, ok. Donc, on remet les choses dans l'ordre. Et 5 fois par jour. Et 5 fois par jour. Et il y a, vous voyez, tu vois, comme on parle de la cohérence cardiaque, de plein de choses qu'il faut faire 3 fois par jour, et bien ça aide à augmenter la concentration, etc. Et bien dans la prière, subhanallah, on a une connexion qui est encore plus grande et qui a du sens aussi et qui va forcément aider à améliorer les symptômes du TDAH. D'ailleurs, tu as même créé un programme, en fait, une formation spéciale salat, prière pour... Alors oui, justement, je voulais, puisque c'était très important pour moi et je sais que beaucoup de personnes qui ont un TDAH ont du mal à se concentrer dans la prière, j'ai fait appel à ma prof de sciences islamiques qui est aussi thérapeute, psychopraticienne, je ne veux pas me tromper, mais qui est... voilà. Et du coup, je lui ai expliqué le TDAH, on a pris le temps, je lui ai donné tous les symptômes, etc. Il m'a dit parce que dans ses cours de fiqh, de sharia et tout, il n'y a pas le mot TDAH. Mais il y a tous les symptômes. En fait, notre religion, elle traite absolument tout. Ouais. Et donc, on a parlé des symptômes, on a parlé de tout ça. Et je lui ai dit, il faut absolument qu'on anime un atelier, ça va être d'utilité publique. Du coup, elle nous a parlé, mais franchement, c'est un atelier qui est magnifique, avec toute humilité. C'était très puissant, parce qu'elle nous a parlé de plein de choses et de comment la prière, parce que la prière, on y pense juste au moment d'aller faire la prière. Subhanallah, c'est bien avant, ces moments des ablutions, et même avant, en fait, tout ce qu'on fait dans la journée, etc. Et elle a donné un exemple que j'ai beaucoup apprécié. Quand on fait la prière, juste après une assise, ou à la mosquée, pendant les tarawih, c'est pas comme si on est invité dans un mariage, il y a de la musique et tout, on va aller faire la prière rapidement. C'est pas du tout pareil. Donc, quand on conscientise ça, on comprend plein de choses. Et du coup, moi, dans cet atelier, j'ai parlé de comment déjà se rappeler de faire la prière, quels sont les outils mondains qu'on peut mettre en place pour se la rappeler, pour nous aider. Et elle nous a parlé de tout l'aspect spirituel, de tout l'aspect religieux et comment, mais avec des outils concrets, de comment mettre en place tout ça. Et les mamans aussi, qui étaient pour la plupart concernées, qui étaient là en live, elles aussi, elles ont donné leurs petits tips de comment... en fait, chasser shaitan et comment, en fait... être attentive et concentrée pendant la salade. Présente, en fait. Exact. C'est la pleine présence, c'est la pleine conscience. Oh là là, il faut vraiment que tout le monde découvre. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, franchement, moi, les personnes qui rejoignent Ramadan d'amour, elles ont toutes accès à cet atelier. Oh là là. Mais il faut leur dire. On leur dira. Désolée, Ethan, j'ai mon... Faudra couper juste ce moment-là. Du coup, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. J'en ai discuté avec Oussama, elle s'appelle Oussama, et j'ai eu son accord et du coup, ce sera offert à toutes les participants parce que c'est vrai que c'est d'utilité publique. Ouais. Et alhamdoulilah, en espérant, demander à Allah que ça soit utile en fait à ces personnes-là, que ça puisse les aider. Voilà, beau cadeau que tu fais. Cette belle graine en fait qui va germer d'année en année, de génération en génération même, puisque à transmis, Inch'Allah, et partager, édifier. Amin. Barakallahu fiki. Khaoula, merci pour ce beau moment. Merci pour ce délicieux cadeau. Merci d'avoir répondu de manière... c'est plus que de l'affirmative, c'est oui. J'ai fait la Ramadan d'amour l'année dernière, je veux trop. Si je peux mettre ma graine, moi aussi, je veux. Et on a hâte, j'ai hâte particulièrement de découvrir tous ces cadeaux que tu vas nous faire chaque jour pendant la Ramadan, Inch'Allah. Tu peux me dire, là, je suis curieuse, c'est quoi ces petits jouets que tu as sur la table, dans les mains? Alors, ces petits jouets, en fait, on appelle ça des fidgets, d'accord? Ou c'est des objets anti-stress. Ça aide beaucoup les enfants, mais aussi les adultes, à se concentrer.
et aussi à calmer, entre guillemets, l'hyperactivité. Parce qu'on a tendance à bouger nos pieds, tripoter les cheveux, prendre nos ongles, à vouloir, on ne peut pas rester assis, c'est difficile pour nous et tout. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui, si on leur donne des petits objets comme ça, eh bien, ça aide à se recentrer et à se concentrer et à mieux gérer le stress aussi. D'accord ? Donc, ces petits fidgets, c'est vrai que je les ai trouvés. En fait, j'organise des workshops parfois en présentiel et j'offre des petits objets comme ça aux femmes qui viennent. Et du coup, je me suis dit, je vais en prendre un. Je donnerai à Firdaus au cas où il en a besoin. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ça peut aider en fait à se concentrer, etc. Et juste parce qu'on en a parlé au début, je ferai une petite parenthèse rapidement, peut-être qu'on n'aura pas le temps de détailler ça. Mais le haut potentiel intellectuel, il fait beaucoup parler de lui aujourd'hui. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup même de petites guéguerres entre les psychologues, les coachs. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Aujourd'hui, officiellement, le seul moyen de savoir qu'on a un HPI, donc un haut potentiel intellectuel, c'est de faire un test de QI chez une psychologue clinicienne, chez une neuropsychologue. Et si le QI est au-dessus de 130, eh bien, on a un HPI. Si c'est au-dessous, on n'a pas de HPI. Sauf que, c'est là où ça devient intéressant, quand on a, avec ce HPI, autre chose, et ce qui est souvent le cas. Quand on a un TDAH, quand on a un TSA, quand on a un trouble 10. Pardon, donc pour les troubles 10, c'est tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ils ont changé aussi de nom. Voilà. Mais anciennement, trouble 10, eh bien, quand on va faire ce test de QI, on va avoir des items qui on va être super fort dans des domaines et beaucoup moins fort dans d'autres en fonction de la difficulté qu'on a. Donc, le QI va être hétérogène, incalculable, et donc on ne pourra pas avoir un chiffre à la fin. Mais il y a des signes qui montrent que l'enfant, il a des facilités. En fait, quand tu as un HPI, c'est plus intense, tout est plus intense, ça va plus vite. Et subhanallah, on a plus de facilité à dire que Usain Bolt, il est rapide, il court vite. Et quand il y a une personne qui a un HPI, qui a un cerveau qui est rapide, on a tendance à beaucoup mettre plus de pincettes, à se dire oui, mais en fait, c'est pas qu'il est plus... Oui, mais ça va, son cerveau, il est plus rapide, c'est Allah qui lui a donné. Et alors, il est où le problème ? Et malheureusement, il y a des personnes qui, même, se disent oui, mais en fait, HPI, c'est lui qui me l'a dit, mais en fait, moi, je me sens pas surdouée. Il y a beaucoup de connotations négatives autour du mot surdoué. Peut-être, il y a même des mamans qui vont se dire oui, elles vont ressentir un peu de fierté, genre mon fils est surdoué, ma fille est surdouée. Et au quotidien, elles vont se rendre compte que ils galèrent aussi. Il y a des difficultés, il y a une dysynchronie, il y a une différence entre l'intellect et les émotions, une différence entre l'intellect et les relations. Ça ne veut pas dire qu'il a des difficultés, parce que quand on a un HPI, forcément, on a plus de facilité à compenser. D'accord ? Parce que c'est plus rapide, c'est plus efficace, le cerveau est plus efficace. Donc on a plus de facilité à compenser les difficultés, n'importe lesquelles. Donc parfois, on va passer à côté du diagnostic. Parce que l'enfant a compensé, il a camouflé, il a caché ses difficultés, parce qu'il trouvait qu'il avait les capacités pour. Mais il va tellement compenser qu'il va s'user. Il va se fatiguer. Et quand il va se fatiguer, ça ne se verra pas en fait, de l'extérieur, et donc on passera à côté du diagnostic. Et il ne se sentira pas légitime quand on lui dira en fait, tu as des difficultés sur ça. Mais non, j'ai l'habitude d'avoir des facilités. Parce que, avouons-le, les enfants surtout qui ont un HPI, ils ont beaucoup d'intuition. Et du coup, même en faisant les exercices et tout, il va te répondre comme ça. Et quand tu lui vas dire comment tu as fait, je ne sais pas, en fait, c'est mon cerveau, il a fait tout seul. Et du coup, ils acquièrent parfois pas la méthode, etc. Donc, quand tu vas leur demander d'expliquer et tout, parfois, ils auront des difficultés, mais ils vont apprendre. Ils ont les capacités pour... S'adapter, en fait. Voilà. Et leur grosse difficulté va être surtout environnementale. Soit on va les brider. Non, mais ça va trop vite, en fait. Mais à quel moment tu veux lire à 3 ans ? Non, attends 6 ans, attends l'école. Malheureusement, il y a des parents... Non, mais comment ça, tu veux lire avant ? Non. Parce que ça va nous faire peur, voilà. On va les brider.
soit ils vont poser trop de questions, ils vont vouloir tout comprendre, etc. Parce qu'ils ont cette soif d'apprendre. Et on va leur dire, mais tu poses trop de questions, toi, mais on va pas leur donner ce temps-là. Et du coup, ils vont associer poser beaucoup de questions à ne pas être bien, etc. Donc, ils vont, encore une fois, se brider, camoufler, cacher, jusqu'à oublier qui ils sont. Et ils vont comprendre, à travers la société, que il faut pas être comme ça si on veut être accepté, si on veut être aimé. Et c'est dommage parce que Allah, il les a créés comme ça. Et c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils ont ces capacités-là, c'est que, je dis ça comme ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est qu'Allah a prévu des choses pour eux qui sont tellement grandes. Il a mis en eux ce potentiel-là. Et c'est important de l'honorer et de lui laisser la place pour qu'il puisse justement l'exprimer comme il se doit. Tu vois ? Et après, il y a le TDAH avec le HPI. Et c'est ça, en fait, on va dire que ma spécialité. C'est une ça. chekchouka, là. Exactement. Mais en vrai, c'est ma spécialité parce que c'est ça qui me touche le plus. Pourquoi ? Parce que quand tu as des facilités et des difficultés, tu as beaucoup de frustration. En fait, ton cerveau, tu vois, tu as le plan d'action parfait, mais pour le mettre en pratique, tu as les fonctions exécutives, tu as des difficultés qui vont t'empêcher de le faire. Parce que quand tu as un TDAH, je vais te donner un petit exemple d'une des difficultés qui a un impact négatif sur le quotidien, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, quand tu poses tes clés à cet endroit-là, à un endroit, tu vois, pas habituel, et tu les retrouves pas, et quand tu n'as pas TDAH, dès que tu vas les retrouver, tu vas dire, automatiquement, ton cerveau va dire, regarde, quand tu les as mis là, tu les as pas trouvés, tu as perdu 15 minutes à les chercher, la prochaine fois, on va toujours les mettre ici. Ok. Et après, c'est bon. Ton cerveau, il a capté et il va toujours les mettre là. Quand tu as un TDAH, tu vas refaire la même erreur plusieurs fois. À cause de l'inattention, de l'impulsivité. Et du coup, ton cerveau, il est plus... pour pouvoir mettre en place des choses, tu as besoin que ton cerveau soit actif. Que consciemment, tu fasses les choses. Alors que quand tu n'as pas de TDAH, en fait, tu fais les choses de manière passive. Tu n'as pas besoin de les conscientiser, d'y penser. C'est bon, ton cerveau, il a eu l'expérience, il a eu la conséquence de l'expérience, il a compris, et la prochaine fois, il va bien faire les choses. Quand tu as un TDAH, cet apprentissage-là, il n'est pas Il y a un peu plus de temps. passif et il n'est pas automatique. Tu as besoin à chaque fois de conscientiser, de mettre la conscience pour mettre des choses en place. Et ça, ça fatigue. Et à la fin de la journée, tu es éclaté, tu ne sais pas pourquoi. Mais en fait, tu as compensé tellement de choses que à la fin, tu es fatigué. Et c'est normal. Et quand on comprend ça, encore une fois, ça nourrit la compassion. Et on a plus de facilité à s'accepter, à se pardonner aussi. Et ça fait du bien de t'entendre. Je parle beaucoup. Ça fait du bien de t'écouter. Non, au contraire, c'est passé très vite en fait, subhanallah. Oui. J'aurais bien aimé qu'on aborde encore d'autres sujets, mais probablement qu'on le fera dans d'autres... Désolée. J'aurais aimé qu'on accorde aussi du temps à ces atypies en fait dans les relations humaines. Oui. Je pense qu'on va dédier un podcast rien qu'à ça en fait, les atypies dans les relations humaines. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en fait, pour les conséquences, comment on peut y remédier, Inch'Allah. Anticiper aussi peut-être pour s'éduquer, se rééduquer. Oui. Inch'Allah. Je pense que ce serait lui accorder que trop peu d'honneur de le bâcler là en 5 minutes. Oui. On va lui accorder un plein temps, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Ça mérite ce temps-là. C'est vrai parce qu'on ne se rend pas compte, mais tu vois, quand on entend TDAH, on a l'impression que c'est juste un petit garçon qui court partout et voilà, il dérange. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça impacte vraiment tous les aspects de la vie. Que ce soit les relations, que ce soit la relation avec soi-même ou avec son couple, avec ses enfants, avec ses collègues, au travail, au quotidien, dans les tâches ménagères, quand on a du mal à tout gérer, la maison, etc. Dans tout ce qui est dans le travail aussi, quand on est entrepreneur et qu'il n'y a pas de cadre, c'est très difficile.
D'où l'importance de s'entourer, de ne pas rester seul, isolé dans son coin. Ça impacte, pareil, voilà, le côté administratif, etc. Ça impacte vraiment tous les aspects de la vie. Et c'est important juste d'en prendre conscience, de savoir, de connaître. Pour moi, c'est important de le savoir. Alors, il y a des personnes qui se disent, oui, je pense, mais après, c'est pas urgent, c'est pas important. Et malheureusement, ça, c'est un constat que j'ai fait, c'est qu'on attend d'être au fond du trou. On attend d'être vraiment très, très mal pour aller chercher de l'aide. C'est ça. Ouais. On attend trop de temps et souvent on vient trop tard parfois. Trop tard. Il est jamais trop tard, mais c'est vrai pour que... certaines étapes, Oui, c'est vrai. mais ce sera toujours assez tôt pour les suivantes. Exactement. Parce que beaucoup de personnes qui ont un TDAH, un HPI aussi, beaucoup, vont tomber dans le burn-out. Et il y a une particularité des HPI, je vais ajouter ça parce que c'est super intéressant, c'est que quand on a un HPI, vous voyez, le burn-out, on connaît. D'accord ? Le burn-out, c'est quand on travaille beaucoup, quand on donne beaucoup et qu'on arrive à bout, on sature, etc. Je vous invite à aller chercher, c'est de l'épuisement, etc. Vous pourrez chercher un peu plus en détail, vous aurez les infos. Mais chez les personnes qui ont un HPI, elles ont autre chose. Elles peuvent avoir autre chose, c'est le bore-out. Le bore-out, c'est, tu vois, quand on te met au placard, quand tu n'as rien à faire. Quand c'est vide, en fait. Tu as besoin d'être nourri intellectuellement, tu as besoin de travailler, tu as besoin d'être actif et tout, et que tu n'as rien. Ça, c'est le bore-out. On peut en souffrir. Et quand on a un HPI, il y a le brown-out. En fait, le brown-out, c'est quand tu travailles, tu fais, tu es dans l'action, mais que ça n'a pas de sens pour toi. Et ça, alors il y aura peut-être des personnes qui n'ont pas de HPI qui en souffrent, mais en tout cas, je pense que toutes les personnes qui ont un HPI qui sont atypiques, parce qu'on peut avoir un QI élevé mais pas être atypique, bon, c'est un autre sujet, mais quand on a un QI qui est élevé et quand on est atypique, en général, on a besoin de sens, on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Et quand utile, en fait. que ça soit utile. Et du coup, c'est pour ça qu'on cherche à s'épanouir, etc. Et les gens ne comprennent pas, mais ça va, tu as un salaire, tu as un travail, pourquoi tu quittes ça ? Parce que pour moi, c'est important que ce que je fais ait du sens pour moi. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas forcément. Et donc, on peut être en décalage avec ces personnes-là et souffrir de ce décalage-là. Mais personne ne me comprend, mais moi je le remballe, mais personne n'est comme moi et tout. Bon, il suffit de trouver des personnes comme toi. Parce qu'effectivement, d'accepter aussi qu'on est différent et que les autres ne sont pas comme nous, ça diminue les attentes. On arrête d'avoir des attentes envers les personnes qui nous disent des choses ou qui fassent des choses pour nous. Et aussi, ça rejoint aussi un peu notre religion. Quand on fait les choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala, on n'a plus d'attentes. Et donc, quand on sait, on comprend, on se connaît et qu'on accepte qu'on est comme ça, bah, alhamdoulilah. Il y a une paix qui s'invite, il y a une paix qui s'installe, en fait. Ouais. Et qu'il y ait des solutions. Tout ça le fait. Il y a des choses à faire. Il y a toujours des de solutions. normaliser la chose et de ne plus Ah ouais. J'ai envie de dire, en avoir peur, en fait. Oui. En avoir peur et de se détacher, de se dire simplement, c'est des habitudes. Qu'est-ce que je peux installer pour les rendre confortables et que ce soit moins inconfortable, en fait, dans les difficultés au quotidien. Exact. Et je te remercie de focus surtout sur l'adulte, parce que très souvent, dans l'inconscient collectif, qu'on soit enseignant, parents, grands-parents, oncles, tontons, tata, hein, parce qu'on est tous concernés en fait par ceux qu'on accompagne, les enfants qui nous entourent, les ados qui nous entourent. Exact. On s'oublie et quand on se rappelle qu'on est soi-même l'exemple en fait, à transmettre et à dire, bon bah, quand j'ai rencontré cette difficulté, moi, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce que je fais pour ? Comment j'avance ? Ça permet de dédramatiser et d'avancer de manière beaucoup plus sereine. C'est vrai, exactement. Alhamdulillah. Barakallahu fiki, Paola, pour ce délicieux moment. On se revoit pour ces atypies dans les relations. Inch'Allah. Forcément, on va lui accorder un temps complet, parce que ça mérite ce temps. Et surtout de le détailler en fait dans toutes les sphères, qu'elle soit avec soi-même, atypie vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma relation conjugale, d'être filiale, paternelle, avec mes parents, mes frères et sœurs, mes collègues, mes amis. Comment ça s'exprime ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les retours que tu as ? Qu'est-ce que tu accompagnes ? Et comment on va
les aider, Inch'Allah, à passer tout ça et aller vivre sereinement. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait le plus souffrir les personnes, mais Inch'Allah, ce sera avec grand plaisir. Oui, Barakallahu fiki. avec plaisir. Salam alaikum, khawla, barakallahu fik. Salam À alaikum. très vite. Inch'Allah, bisous.